Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Mais voyons, je pense que je suis déjà passé par ici. Oh, salut les gamers! Bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on va tenter de trouver la sortie de la caverne dans le jeu Subterra. C'est un jeu qui a été édité en 2017 par Inside the Box Games à la suite d'une campagne Kickstarter. Il a été ensuite traduit en français chez Notes Publishing et il est distribué au Québec par Randolph. On voudrait d'ailleurs remercier Randolph de nous avoir envoyé cette copie du jeu qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Tim Pinder qui se joue de 1 à 6 joueurs et dont les parties vont durer de 45 à 60 minutes. Le but sera de trouver de façon collective la sortie de la caverne. Donc c'est un jeu coopératif avec un système de points d'action dans lequel les joueurs vont incarner des spéléologues qui ont tous un pouvoir unique pour les aider dans leur quête. C'est un jeu où on va aussi explorer la caverne et on va placer des tuiles qui vont représenter les différents chemins et on va tenter de les explorer, les agrandir pour trouver la sortie. C'est un jeu aussi où on va avoir du lancer de dés pour résoudre des tests et on va aussi avoir une petite prise de risque à l'intérieur. Donc Subterra, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va devoir se choisir des personnages pour notre partie. On devra jouer de 4 à 6 personnages et ce, peu importe le nombre de joueurs. Donc, dans notre exemple, pour une partie à 2 joueurs, chacun des joueurs devra se choisir 2 personnages pour la partie. Ils ont le choix parmi les 8 personnages disponibles. Ils vont donc prendre les fiches de personnages ainsi que les pions de joueurs associés aux couleurs des personnages qu'ils choisiront. Par la suite, ils vont prendre des pions de points de vie et ils vont les placer sur les carrés blancs de leurs fiches de personnages. La majorité des personnages ont 3 points de vie, sauf le garde du corps qui, lui, en a 5. Et on peut donner aux joueurs les 2 cartes aide de jeu recto-verso pour les différents symboles sur les actions de base, les actions de danger, les symboles des cartes danger ainsi que le déroulement d'un tour de jeu. On va ensuite mettre de côté la tuile de départ ainsi que la tuile de sortie et on va mélanger toutes les autres tuiles caverne pour former une pioche face cachée. On va piocher 5 tuiles au hasard sans les regarder et on va mélanger dans ces 5 tuiles la tuile de sortie. Et par la suite, on va placer ces 6 tuiles en dessous de la pioche de tuiles caverne. On sait donc que la tuile de sortie se trouve parmi une des 6 dernières tuiles caverne de la pioche. On va se faire des réserves avec les différents jetons sur la table. On va avoir les jetons d'éboulis, les jetons d'inondation. On a les tuiles de corde, on a les tuiles de dynamite qui sont seulement utilisées si on a le personnage de l'ingénieur dans notre partie. On va dire que ce sera un de nos 4 personnages. On va avoir les pions d'horreur, les jetons de points de vie. On aura les tuiles horreur et les tuiles de gaz. Et on aura le dé qu'on va placer sur la table. On va ensuite former le deck de cartes danger pour notre partie. On va donc se choisir une difficulté entre normal, avancé et expert, ce qui va déterminer la nature et le nombre de cartes qu'on va utiliser pour la partie. Cela sera aussi influencé par le nombre de personnages qu'on aura en jeu pour la partie. Comme c'est notre première partie, on va placer une partie normale. On va donc regarder dans le livret d'instructions et on nous dit de retirer toutes les cartes qui ont cette icône. Donc ce sont principalement les cartes doubles de danger. On va donc les retirer de la partie et les remettre dans la boîte de jeu. On va ensuite mélanger les autres cartes pour former une pioche face cachée de cartes danger. Et par la suite, on va se référer au tableau dans le livret d'instructions. Et selon le nombre de personnages qu'on a dans notre partie, on va nous dire de conserver un certain nombre de cartes. Ici, pour 4 spéléos, on nous dit de conserver 22 cartes pour une difficulté normale. Donc ici, on avait un paquet de 25 cartes. On va donc en retirer 3 au hasard sans les regarder. Et finalement, on va placer notre pioche de cartes danger par-dessus la carte temps écoulé, donc c'est la dernière carte du paquet dans chacune des parties. Et on va aller placer notre paquet de cartes danger sur la table. Les joueurs vont ensuite placer leur pion de spéléo sur la tuile de départ et on va déterminer un premier joueur, c'est le dernier joueur qui est allé sous terre et on va lui remettre le jeton du premier joueur, donc disons que c'est le médecin.
Une partie de Subterra se joue en plusieurs rondes de jeu. À chacune des rondes, les joueurs vont exécuter des actions pour pouvoir se promener dans la caverne et l'explorer en plaçant des nouvelles tuiles dans les chemins déjà existants. Ils vont se promener à l'intérieur de la caverne et vont faire attention aux différents dangers qui s'y trouvent, notamment les inondations, les éboulis, le gaz mortel, ainsi que les horreurs qui habitent la caverne. Ils vont continuer leur exploration de la caverne en plaçant des tuiles jusqu'à temps qu'ils découvrent la tuile de sortie et une fois que ce sera fait, ils tenteront d'amener le plus grand nombre de spéléos sur la tuile sortie pour l'emporter. Chaque ronde de jeu se sépare en 4 phases, comme on peut le voir sur notre carte d'aide de jeu. La première phase est la phase d'action, donc on va effectuer la phase d'action pour chacun des joueurs avant de passer à la phase suivante. Dans la phase d'action, chacun des joueurs va avoir 2 points d'action qu'il pourra dépenser pour effectuer des actions à son tour de jeu. Et on peut aussi faire un effort et se dépasser pour tenter d'en obtenir un troisième, mais il y a un risque qu'on perde un point de vie. Pour effectuer le dépassement, pour faire un effort et obtenir un troisième point d'action, le joueur devra à la fin de son tour lancer un dé pour faire un jet de talent. Et s'il obtient 4, 5, 6, il est correct, il n'aura pas de conséquences négatives, mais s'il obtient 1, 2 ou 3, à ce moment-là, il va perdre un de ses jetons de points de vie. Donc on commencerait par le joueur qui est en possession du jeton premier joueur. Donc le médecin va exécuter ses 2 actions. Ensuite on va tourner dans le sens horaire. Donc c'est le plongeur qui va effectuer ses actions, le garde du corps et ensuite l'ingénieur. On va donc garder le dépassement pour des situations qui sont plus corsées où on aurait besoin d'un troisième point d'action pour se sortir d'une situation désagréable ou se sauver d'une horreur. Les points d'action sont représentés par l'icône du cadran. Donc on voit que dans la liste des actions de base et des actions de danger, certaines actions vont coûter 1 point d'action pour les exécuter, mais certaines actions vont coûter nos 2 points d'action pour les exécuter. Les joueurs ont aussi des actions spéciales qui sont sur leur fiche de personnage qu'ils peuvent utiliser en payant les points d'action demandés. Donc soit 2 exemples pour l'action de démolition de l'ingénieur ou une action pour l'action de pensée du médecin. Voyons donc les actions de base qui sont possibles de réaliser avec nos points d'action. Commençons par l'action Découvrir qui va seulement nous coûter 1 point d'action et qui va nous permettre de placer une nouvelle tuile adjacente à la tuile où on se trouve dans un des chemins libres. Comme on est sur une tuile où il y a 4 chemins libres, donc je vais choisir une direction. Donc par exemple, je vais essayer de découvrir ce qui est ici. Je vais donc prendre la première tuile de la pioche et je vais la placer en connectant un des côtés avec le côté de la tuile d'où je fais cette action de découvrir. Et comme deuxième action, le médecin pourrait refaire cette action une autre fois. Donc je pourrais essayer de découvrir ce qui est ici. Donc je vais aller placer cette tuile. Donc je dois connecter un des 2 côtés avec le côté que je viens de découvrir. Donc je vais la placer comme ceci. Comme le médecin a terminé ses 2 actions, on passerait maintenant au plongeur. Le plongeur va prendre une action pour faire l'action se déplacer, qui coûte seulement 1 point d'action. Il va tout simplement se déplacer d'une tuile sur le plateau principal. Pour sa deuxième action, il va faire l'action Explorer, qui coûte 1 point d'action, et qui va faire les mêmes effets qu'un déplacement et une découverte. Donc c'est 2 actions combinées dans une, mais on risque d'arriver sur une tuile qui peut être désagréable. Donc je vais choisir d'y aller dans cette direction-ci. Je vais donc déplacer mon personnage ici, et je vais placer la prochaine tuile, et je serai pris sur cette tuile. Ici c'est une tuile de passage étroit. Normalement ça nous prend 2 actions pour embarquer sur cette tuile, mais comme je l'ai découvert à partir de l'action d'explorer, à ce moment-là, je peux quand même placer mon personnage, même si cela m'a coûté seulement une action. Une autre action de base est l'action courir. Elle va coûter 2 points d'action, donc c'est la seule action que je vais pouvoir exécuter à mon tour si je ne fais pas de dépassement pour avoir une troisième action. Elle nous permet de se déplacer par contre de 3 cases, donc si jamais, on va dire que ma caverne était explorée un peu plus et qu'on avait un peu plus de chemins différents, donc mon garde du corps pourrait prendre ses 2 points d'action pour faire l'action de courir et se déplacer de 1, 2 et 3 cases avec cette action. La dernière action de base est l'action de soigner. Elle va aussi coûter 2 points d'action et va permettre de se soigner soi-même d'un point de vie ou de soigner un autre spéléologue qui se trouve dans notre case. Par exemple, c'est le tour de l'ingénieur. Donc si l'ingénieur avait perdu 1 point de vie, il pourrait faire une action de soigner. Ça va lui coûter ses 2 points d'action et il pourra regagner 1 point de vie. Il aurait pu aussi soigner le médecin qui se trouve dans sa case. Donc si le médecin avait perdu 1 point de vie, alors l'ingénieur pourrait faire une action de soigner et redonner 1 point de vie au médecin. Les joueurs ne peuvent pas dépasser leur maximum de points de vie avec une action soignée.
On voit que le médecin, lui, a l'action penser qui coûte seulement 1 point d'action et qui va lui aussi faire la même chose que l'action soigner. C'est donc une action qui est meilleure puisqu'elle coûte seulement 1 point d'action à effectuer, mais c'est seulement le médecin qui peut la faire. Tout au long de la partie, les joueurs devront affronter les dangers de la caverne qui sont représentés soit par des icônes qu'on va retrouver directement sur les tuiles, soit par des jetons éboulis ou des jetons d'inondation qu'on va ajouter sur certaines tuiles lorsqu'il y aura certains événements qui seront effectués à cause des cartes dangers. Les joueurs pourront affronter ces dangers en utilisant les actions de danger, en dépensant leurs points d'action à leur tour de jeu dans la phase d'action. Premièrement, regardons l'action de nager. Donc, si jamais il y a un jeton d'inondation sur une tuile inondable qui a une icône avec de l'eau, à ce moment-là, on doit faire l'action de nager pour se déplacer et entrer sur cette tuile. Et l'action nager nous coûte 2 points d'action. Donc, si le garde du corps veut aller sur cette tuile, il devra dépenser 2 points d'action pour effectuer un déplacement et arriver sur la tuile inondable qui est inondée. On a ensuite l'action d'entrer dans un boyau. Donc, ce sont les tuiles avec des étrécissements. Donc, cette icône-ci. Donc, si, exemple, le médecin veut embarquer sur cette tuile, il devra faire cette action qui va lui coûter 2 points d'action. Il pourra donc avancer sur cette tuile par la suite. On a ensuite l'action de dégager des éboulis. Donc, on peut dégager un jeton d'ébouli s'il se trouve sur notre case ou sur une case qui est adjacente à nous. Donc, le médecin pourrait prendre ses 2 points d'action pour retirer le jeton d'ébouli et le remettre dans la réserve. Il est important de retirer les jetons d'ébouli car ceux-ci nous empêchent d'entrer sur une tuile où il y a un jeton d'ébouli. Il y a ensuite l'action se cacher qui va nous coûter 2 points d'action et on va devoir effectuer un jet de talent pour effectuer l'action de se cacher. On va donc lancer le dé et si on a 4 et plus, on a réussi notre action. Si on a 3 et moins, on a échoué. Donc j'aurais échoué mon action de se cacher à ce moment-là. Si on réussit l'action de se cacher, donc si j'avais obtenu 4 et plus sur mon jet, à ce moment-là, les horreurs qui se promènent dans la caverne vont nous ignorer. Donc, on ne pourra pas être une cible potentielle pour eux lorsqu'ils vont se déplacer dans la phase de danger. Si jamais c'est le 3e tour qu'on fait l'action se cacher, on va la réussir automatiquement et on n'a pas besoin de faire le jet de talent à ce moment-là. Il y a l'action de placer une corde qui va coûter 2 points d'action et on devra faire un jet de talent pour réussir à le faire. Et on peut seulement le faire sur des tuiles corniches ou des tuiles chutes. On voit ici que l'ingénieur est sur une tuile corniche, donc s'il veut continuer d'avancer vers le haut, il devra réussir à placer une corde pour pouvoir se déplacer. Il va donc effectuer son jet, donc encore une fois comme tous les jets de talent, donc on réussit sur 4 et plus. Et si on réussit, on va tout simplement placer un jeton corde à cet endroit. Et par la suite, on pourra se déplacer et continuer d'aller explorer la caverne vers le haut. Certaines tuiles ont l'icône du terrain accidenté. Donc, si un spéléo entre sur cette tuile, il devra faire un jet de talent et s'il ne le réussit pas, il va perdre 1 point de vie de sa fiche personnelle. Lorsque tous les joueurs ont effectué leur phase d'action, on va passer à la 2e phase, qui est la phase horreur. S'il n'y a aucun pion horreur sur le plateau principal, à ce moment-là, on va tout simplement sauter cette phase et on va passer à la 3e phase, qui est la phase de danger. Par contre, s'il y a au moins un pion d'horreur sur le plateau, à ce moment-là, on va exécuter la phase d'horreur. C'est la phase dans laquelle les horreurs vont se déplacer vers les pions de spéléologue pour tenter de les manger. Premièrement, on doit déterminer la cible potentielle la plus près pour savoir dans quelle direction le pion d'horreur va se déplacer. S'il y a plusieurs pions d'horreur sur le plateau, on va exécuter cette action pour chacune des horreurs pour déterminer sa direction sur le plateau principal. Dans notre exemple ici, on a le pion du garde du corps qui est à 3 cases et on a le pion du médecin qui est aussi à 3 cases. S'il y a une égalité, on va regarder les numéros qui sont dans le bas des fiches personnelles et c'est le joueur qui a le numéro le plus bas qui deviendra la cible la plus près potentielle. Ce serait donc notre médecin qui a un 6 en bas de sa fiche tandis que le garde du corps a un 7. Le pion d'horreur va donc se déplacer d'une case vers le médecin. Il va donc avancer sur la case inondée. Les pions d'horreur vont ignorer les règles spéciales de déplacement pour les cases inondées, les éboulis ou les étrécissements. Donc, ils vont toujours avancer d'une case malgré ces obstacles. Si jamais au début de la phase d'horreur, il n'y a aucun spéléologue qui est à 7 cases d'un pion horreur, à ce moment-là, ce pion horreur sera tout simplement retiré du plateau puisqu'il n'y a aucune cible potentielle en dedans de 7 cases de lui.
Si jamais un pion d'horreur vient à se déplacer sur la même case qu'un spéléologue, à ce moment-là, ce spéléologue se fait attaquer par l'horreur et il va perdre tous ses points de vie restants et il va tomber inconscient immédiatement. Dès qu'un spéléologue est inconscient, il ne peut plus jouer d'action dans la phase d'action. Il ne peut plus non plus utiliser ses pouvoirs passifs de son plateau personnel. Il devra attendre qu'un autre joueur ait, lui, faire une action de le soigner. Et lorsqu'il reviendra à un point de vie, il redeviendra conscient et il pourra recommencer à prendre des tours de jeu dans la phase d'action. Il faut faire attention avec les horreurs puisqu'il n'y a pas d'action pour les tuer à moins d'avoir le garde du corps dans notre partie qui a une action qui est justement de tuer les pions d'horreur qui se trouvent adjacents à lui. Donc il pourrait prendre une action pour le détruire. Mais si on n'a pas le garde du corps dans notre partie, à ce moment-là, on n'a aucune action pour tuer les horreurs. On devra donc les contourner à l'intérieur de la caverne. Pour être certain de ne pas oublier cette phase de jeu, la phase d'horreur, lorsqu'il y a des pions d'horreur en jeu, on va placer le pion de rappel sur le paquet de cartes danger. Donc quand on va arriver pour piocher une carte, on va dire « Ah oui, c'est vrai, il faut faire la phase d'horreur en premier pour pouvoir les déplacer. » Et par la suite, on va passer à la phase 3 qui va être la phase de danger. Pour la phase de danger, on va tout simplement piocher la première carte danger du deck et on va appliquer ses effets. Il existe 5 types de cartes danger différentes. Voyons ce que chacune d'elles va faire comme effet. Premièrement, il y a des cartes horreur qui vont faire déplacer tous les pions d'horreur sur le plateau principal et on va ensuite en faire apparaître d'autres s'il y en a moins que 3 sur le plateau. Donc on va le faire déplacer selon toutes les règles qu'on a expliquées tout à l'heure. Donc il se déplacerait d'une case ici pour se rapprocher du médecin. Par la suite, on va en faire apparaître un nouveau pion horreur. On va le faire apparaître sur une des tuiles horreur qui est libre, donc il n'y a pas d'horreur dessus, et qui est le plus près d'un personnage conscient. Donc ce serait donc la tuile qui est ici, puisque c'est seulement une case du garde du corps. Deuxièmement, on retrouve des cartes d'inondation. On va aller placer des jetons d'inondation sur toutes les tuiles inondables qui n'ont pas encore de jetons. Donc j'en placerai un ici sur la tuile. Celle-ci qui en a déjà un, on n'en placera pas un deuxième à ce moment-là. Lorsqu'on place le jeton d'inondation, s'il y a un spéléologue sur cette tuile, il va perdre un point de vie. Troisièmement, on retrouve des cartes secousses. Tous les joueurs devront faire un jet de talent et s'ils le réussissent, ils n'auront pas d'effet négatif, mais s'ils l'échouent, ils vont perdre un point de vie. Quatrièmement, on retrouve des cartes d'éboulement. Lorsqu'on va avoir une carte d'éboulement, on va lancer le dé et on va regarder le chiffre obtenu. On va regarder toutes les tuiles d'éboulement qui ont des dés dessinés sur les tuiles et on va aller placer des jetons d'éboulis sur ces cases qui n'ont pas déjà de jetons d'éboulis et qui ont le même numéro que le dé qu'on vient de lancer. Donc s'il y a un 6, donc il y aura un ébouli sur cette tuile qui tombe et comme il y a un joueur, il va prendre 3 points de dégâts. Il ne peut jamais y avoir plus d'un jeton d'ébouli sur une tuile. Les joueurs pourront prendre des actions pour retirer ces jetons d'ébouli car ils bloquent le chemin, donc un joueur ne peut pas entrer sur une tuile où il y a un jeton d'ébouli. Et le cinquième type de cartes danger sont les cartes gaz. Donc le gaz mortel va sortir sur les tuiles où il y a des icônes de gaz. On peut les retrouver avec le nuage vert. S'il y a un joueur sur les tuiles de gaz, ce joueur va perdre 2 points de vie. Et on va placer le jeton rappel de gaz sur le paquet de cartes danger pour se rappeler que le gaz est mortel jusqu'à la prochaine phase de danger. Donc si un joueur entre sur une case où il y a du gaz, il va aussi prendre 2 points de dégâts. Et une fois la phase de danger terminée, on va passer à la quatrième phase, qui est la phase de fin de tour. À ce moment-là, on va tout simplement passer le jeton premier joueur au joueur suivant et on va pouvoir débuter avec une nouvelle phase d'action. Et la partie va se continuer jusqu'à temps que les joueurs continuent d'explorer la vaste caverne et qu'ils réussissent à trouver la tuile de sortie. Si un joueur atteint la sortie, il ne peut plus perdre de points de vie et il n'est plus considéré comme une cible potentielle pour les déplacements des horreurs. Une fois la sortie trouvée, les joueurs devront essayer de se rendre à celle-ci pour emmener le plus de joueurs possible sur la tuile sortie pour savoir si on a obtenu une victoire en or, en argent ou en bronze. Par contre, si le deck de cartes danger est épuisé, on va révéler la carte temps écoulé, ce qui veut dire que les batteries de notre lampe de poche sont épuisées et qu'il fait totalement noir dans la caverne. À partir de ce moment-ci, à chaque fois qu'on va avoir la fin d'un tour d'un joueur, on va devoir faire un jet
de talent. Et si le joueur échoue son jet de talent, il est dévoré par les horreurs. On va retirer son spéléo de la caverne. On va continuer la partie jusqu'à temps que tous les joueurs soient sur la sortie ou retirés du plateau. Et selon le nombre de joueurs qui ont atteint la sortie, on va pouvoir regarder dans le livret d'instructions si on a réussi à faire une victoire en or, en argent ou en bronze. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Subterra. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Subterra? Premièrement, on va regarder les côtés positifs. C'est vraiment une belle production. La qualité des tuiles, le carton, les petits meeples de spéléologue avec le petit casque puis leur lampe frontale. Donc c'est tout cute. Donc c'est vraiment une belle production. Puis le fini sur les tuiles, ils ont une espèce de fini qui fait qu'on peut jouer dans le noir en fait. Donc si on a une black light, on peut jouer dans le noir. Puis toutes les icônes des tuiles vont ressortir dans le noir à cause de la black light. Ça fait vraiment une ambiance capotée pour jouer à ce jeu-là dans ces conditions-là. Donc ça nous laisse nous imprégner de plus en plus dans le thème. Qui, soit dit en passant, je trouve qu'il est quand même très cool comme thème. C'est pas quelque chose qu'on a vu souvent nécessairement d'explorer une caverne. Puis je trouve que ça fit beaucoup avec les mécaniques de jeu d'explorer quelque chose, de placer des tuiles, faire des chemins. Puis évidemment le côté très carcassonnien de tout ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les jeux parce que Carcassonne était un de mes premiers amours. Fait que ce côté-là d'exploration, placement de tuiles, j'aime toujours ça, les jeux qui ont ce genre de mécanique. Puis sinon, le système de points d'action est quand même bien utilisé dans le sens qu'on a des actions qui vont coûter une action, d'autres qui coûtent deux. Fait que tu dépenses tes 2 points d'action comme tu veux. Tu as le petit côté pousser ta chance, que je veux faire un 3e point d'action pour avancer d'une case de plus ou pour explorer une tuile supplémentaire parce que c'est un jeu c'est un peu une course contre la montre. On a un certain temps pour pouvoir gagner, trouver la sortie parce que quand il n'y a plus de cartes de danger, là nos lampes de poche s'éteignent puis là on a une chance sur 2 à la fin de notre tour de jeu de mourir. Fait qu'on sait que notre temps est compté. Fait qu'on a quand même cette économie d'action qui va nous pousser justement à prendre des risques et je trouve que ça amène encore plus à la thématique le côté de pousser sa chance de prendre des risques comme ça. Donc ça fit avec le côté mystérieux de la caverne, on ne sait pas ce qui se trouve à l'intérieur, les dangers qui nous tombent dessus un peu partout, les éboulis, l'eau qui monte dans les inondations, les espèces d'horreurs qui se promènent puis qu'on ne sait pas trop c'est quoi, puis qu'on peut presque rien faire si on n'a pas le garde du corps avec nous. Fait que je trouve que le jeu est vraiment très bien ficelé avec son thème, puis c'est ça qui fait qu'on embarque dans l'aventure là, dans Subterra. Les règles sont extrêmement simples et on a les petites cartes d'aide de jeu qui nous rappellent justement c'est quoi les actions qu'on peut faire avec nos points d'action. Fait que c'est quand même assez facile de s'y retrouver et de savoir un peu les options qui s'offrent à nous dans notre tour de jeu. On a quand même juste 2 points d'action à dépenser, peut-être un 3e si on se dépasse et on fait un effort supplémentaire. Mais à ce moment-là, on peut quand même voir nos options rapidement. Fait que ça c'est bien, puis ça fait que les tours sont très fluides. Donc c'est pas long à exécuter un tour de jeu. Je me déplace d'un, j'explore une case ou je cours puis c'est fini puis donc si ça prend 2 actions ça se peut que tu fasses juste une chose dans ton tour de jeu, fait que c'est extrêmement rapide ton tour de jeu, fait que ça va s'enchaîner rapidement même si on joue à 6 joueurs là, ça va quand même bien fonctionner pour la fluidité, t'attendras pas trop longtemps avant que ça revienne à ton tour de jeu, fait que ça c'est intéressant, un jeu qui peut prendre quand même un grand nombre de joueurs et que les tours sont ultra rapides. Sinon on peut moduler la difficulté comme dans tout bon jeu coop, donc on a vu qu'il y a 3 difficultés normal, avancé et expert. Et on va avoir des nouvelles cartes qui vont entrer en jeu dans les autres modes de jeu. En fait, qui sont des cartes danger, mais des cartes danger x2. Donc, on va activer 2 fois l'effet de cette carte danger. Donc là, si c'est une inondation, on va faire 2 fois l'effet d'inondation. Si c'est du gaz, on va faire 2 fois l'effet de gaz. Si c'est les horreurs vont s'activer 2 fois. Ça peut être super dangereux, évidemment. Ils peuvent nous rattraper avec ça. Les boulis, la secousse, on va devoir faire 2 fois le jet pour ne pas avoir de dégâts. Et les boulis, on va lancer 2 fois les dés pour les éboulis. Fait que c'est des cartes un peu plus violentes, si on veut. Et selon la difficulté, il va y avoir moins de cartes aussi danger dans la partie. Donc, on a moins de temps pour réussir à trouver la sortie. Donc, l'économie d'action va devenir de plus en plus importante. Donc, c'est le fun. Je trouve un jeu coop que justement, on peut commencer avec le mode normal. On fait quelques parties. Une fois qu'on réussit à gagner, là, on peut aller vers le mode avancé. Puis ensuite, le mode expert. Donc, ça nous challenge vraiment. Fait que ça, c'est très intéressant. Pour les côtés négatifs, évidemment, si vous êtes allergique aux jeux de hasard, je pense pas que ça va être un jeu pour vous. Donc, on a quand même des jets de dés où on a juste une chance sur 2. Fait que c'est tout simplement du gros hasard. Il n'y a pas vraiment de chance de mitiger ces tests-là.
Fait que c'est vraiment le hasard qui va décider. On a aussi un certain hasard comment les tuiles vont sortir, donc des fois il y a des chemins qui vont être plus difficiles. Évidemment le timing avec le gaz qui sort, est-ce qu'on était sur les tuiles de gaz quand la carte va sortir, ça va nous faire mal. Donc il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont reliés au danger, au hasard. Donc des fois il y a des parties qui sont vraiment très difficiles puis qu'on arrive vraiment à gagner par la peau des fesses. Puis des fois c'est le contraire, on a des parties qui sont extrêmement faciles parce que justement le hasard était de notre côté. Donc il y a quand même une bonne part de hasard dans nos décisions tout au long de la partie. Donc ça, il faut en être conscient si on veut se procurer ce jeu-là. Sinon, l'autre chose que j'aime moins, c'est le petit côté de... En fait, c'est un des seuls jeux coop que j'aime moins de contrôler juste un personnage. Parce que, évidemment, ça va arriver à un moment donné, bon, quelqu'un va partir un peu de son côté, ou on va explorer la caverne plus vite. Fait que là, nous deux, on part par là, puis vous autres par là. Bon, puis c'est toujours ça qui arrive dans les films aussi, dans une caverne. Et on sait toujours que c'est pas une bonne idée, mais on le fait pareil. Donc, ça va arriver éventuellement. Donc, si quelqu'un part un peu tout seul, puis bon, il devient inconscient parce qu'une roche tombe sur la tête ou qu'une horreur apparaît en arrière de lui, puis il tombe dessus, ben ce personnage-là, il peut passer comme la moitié de la partie à rien faire parce que justement, il est inconscient, il était tout seul dans son coin. Nous autres, on n'a pas le temps de revenir pour le soigner, fait qu'on décide plus de l'abandonner là. Fait que lui, ben finalement, il va se tourner les pouces la moitié de la partie. Fait que ça, c'est moins intéressant. Puis c'est pour ça que c'est un jeu que je préfère à 1, 2 ou 3 joueurs parce que tu contrôles plus d'un personnage. Fait que si je contrôle 2 personnages, je peux prendre peut-être plus de risques avec un. S'il tombe inconscient, c'est moins grave parce qu'au moins j'en ai un deuxième à contrôler. Je vais quand même me sentir investi dans la partie. Par contre, si on joue à 6 puis que ça arrive, puis que je suis seul dans un coin puis que les autres, ben ça leur tente pas de venir me sauver ou c'est pas avantageux pour eux de venir me sauver, ben je comprends qu'ils le fassent pas, mais c'est juste plate pour moi côté expérience de jeu. Fait que c'est vraiment un jeu que je vais recommander de 1 à 3 joueurs pour ce petit côté-là, le petit côté quasiment un peu d'élimination, qu'on peut être inconscient pendant un bon bout de la partie dans son coin puis rien faire, mais ça n'arrivera pas si on contrôle 2 personnages ou plus. Subterra, c'est un jeu que ça fait quand même longtemps que j'avais essayé, mais j'avais vraiment aimé le système, le côté très simple du système de points d'action et tout ça, le côté exploration surtout que j'avais aimé, puis le fun aussi des pouvoirs des personnages. Il y a quand même 8 personnages à l'intérieur du jeu qui ont chacun un petit pouvoir souvent passif, puis qui vont avoir en plus 1 ou 2 actions spéciales que seulement eux peuvent faire, qui est évidemment plus efficace que les actions de base ou les actions de danger. Donc, des actions vraiment cool. Là, le garde du corps peut éliminer les horreurs, fait que c'est vraiment très puissant. On a le plongeur qui, lui, peut passer d'une zone inondée à une autre zone inondée du plateau, comme s'il nageait en dessous de l'eau. Fait que c'est vraiment très cool, les pouvoirs des différents personnages. Puis ça permet d'en essayer d'autres dans les parties pour varier nos expériences. Donc, Subterra, je vais lui donner une note de B. Moi, c'est un bon jeu qui est très efficace dans ce qu'il nous offre comme un jeu coopératif, mais qui ne sort pas des sentiers battus. Donc, si on a beaucoup de jeux coopératifs déjà à la maison, je pense pas qu'il va se différencier tant que ça de tous les jeux qui utilisent un peu un système d'action semblable. On peut penser aux Pandémies ou toute la série L'île interdite, Désert interdit, Ciel interdit. Donc, c'est des jeux qui sont quand même très semblables côté gameplay. Par contre, je pense que Subterra a une expérience un peu plus immersive avec son thème, donc ça peut donner quelque chose d'intéressant. Si jamais vous cherchez des jeux coopératifs à ajouter à votre collection et que vous n'en avez pas beaucoup, ben, je pense que c'est une excellente option. Et en plus, pour la qualité-prix que vous payez, je pense que c'est un jeu qui se vend à peu près 45-50$, mais vraiment du matériel vraiment très bien. Puis on a même les jetons en plastique, là, des jetons d'éboulis, les jetons d'inondation qui sont là. On les a aussi en carton, mais comme c'était une campagne Kickstarter, ben, on fait un upgrade à toutes les boîtes de jeux. Fait que ça, c'est vraiment chapeau pour le côté production. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez le contenu qu'on crée, venez nous encourager sur notre page Patreon. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.